Bonjour, je reçois aujourd'hui M. Ludovic Ngatie, ministre du Budget, des Comptes publics et du portefeuille public de la République du Congo. M. Ludovic Ngatie a été ancien ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget de la République du Congo. Et depuis son entrée au gouvernement congolais, sa mission a été de mettre en œuvre des réformes budgétaires pour l'amélioration de l'économie congolaise fragilisée par la crise économique. Et actuellement, avec son nouveau poste de ministre du Budget, il s'attelle à la mise en œuvre du programme de réforme adopté avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit en vue de rétablir la soutenabilité de la dette et des finances publiques. Monsieur Ludovic Ngatie, que nous allons recevoir dans quelques instants, est venu à Paris pour le forum CIAN. Le forum CIAN, qui est le forum organisé annuellement par le Conseil des investisseurs français en Afrique, un forum organisé le 18 avril de cette année. Avec M. Ludovic Ngatie est arrivé avec une forte délégation congolaise, accompagnée également de la SNPC. Suivons. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Carmen. Merci de nous recevoir. Nous avons profité de votre présence ici concernant le forum CIAN pour vous poser quelques questions, Monsieur le ministre. Et je vais commencer tout de suite par la loi de finances 2023. Vous êtes donc ministre du Budget et la loi de finances initiale pour 2023 démontre une évolution favorable des finances publiques de votre pays. Cette évolution est donc conforme aux engagements pris avec le FMI. Donc le Congo passe ainsi d'un déficit à un excédent en 2023, un excédent de 491,6 milliards, je parle sous votre contrôle. Et on observe aussi que les impôts et taxes de la loi de finances augmenteraient de 14,5%, de même que les recettes douanières de 27,1% à 166 milliards. Alors, la question, Monsieur le ministre, est-ce que cette évolution traduit la volonté de votre pays d'élargir l'assiette fiscale, de supprimer les cadeaux fiscaux dont se plaignent les nationaux, les cadeaux fiscaux faits aux investisseurs étrangers, qui sont notamment les exonérations de TVA allant au-delà des termes, des 5 années notamment, et de réduire les subventions que l'État octroie. Est-ce que cela marque cette volonté-là d'assainir cette situation? Merci beaucoup, madame. Donc, pour ce qui est de l'évolution de la situation économique de notre pays, naturellement, effectivement, avec la signature d'un programme de facilité élargie de crédit en début janvier 2022, notre pays est rentré en fait dans une démarche de stabilisation de sa situation macroéconomique que nous avons déjà appliquée depuis plus d'une année, donc qui commence à porter ses fruits, notamment par ce retour à la croissance et donc à l'amélioration de la situation budgétaire du pays. Nous projetons effectivement un excédent budgétaire d'environ 450 milliards. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en global, puisqu'en bas, nous avons un déficit des trésoreries, donc un gap à combler. Et dans cet excédent, il viendra combler qu'une partie. C'est vrai que, in fine, le gap ne sera pas important. Mais le programme, le gap, en fait, c'est lorsque vous avez un excédent budgétaire, donc un excédent de haut de bilan d'exploitation, on a la situation monétaire par la suite qui se résume par les paiements qu'on fait au titre principalement de la dette. Et donc, ça devrait être couvert par l'excédent budgétaire. Mais dans notre cas, on a encore un gap. C'est d'ailleurs ce qui a justifié le fait qu'on puisse entrer en programme. Et donc, ce gap sera résorbé par les appuis budgétaires liés au programme principalement. Donc, on peut dire que la situation économique du pays est vraiment favorable. Et nous allons rentrer dans une période de croissance d'au moins 3 ans par rapport aux prévisions, d'ailleurs aux dernières prévisions de janvier, non, d'avril du Fonds monétaire international. Pour ce qui est de l'augmentation des recettes intérieures, donc vous avez fait allusion aux recettes fiscales et aux recettes douanières. Elles résultent principalement de la mise en œuvre des réformes importantes que nous allons mettre
que nous avons envisagé nous appliquons d'ailleurs depuis 2-3 ans, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de résultats parce que d'abord nous sommes en programme, donc nous garantissons les financements qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces réformes et se caractérise essentiellement pour ce qui est des réformes du budget, enfin fiscal, par l'amélioration, en fait, l'élargissement de l'assiette fiscale, par une meilleure prise en compte, en fait, des contribuables qui sont aujourd'hui dans l'informel et que nous ne captions pas bien du fait de l'insuffisance d'outils de collecte des impôts. Nous avons ce qu'on appelle couramment au Congo, donc en fait un ERP, c'est-à-dire un outil de gestion intégrée de la fiscalité qu'on appelle e-tax, que nous allons finaliser au cours de 2023. Que vous avez démarré, vous, quand vous étiez ministre délégué. Oui, cet outil c'est pas moi principalement, mais c'est aussi un des ministres sortants, donc le ministre Nganongo. C'est avec lui qu'on a démarré ce projet. On a continué avec le ministre Ondeli, donc on va le finaliser avec le ministre Ondaye. Voilà. Sur la fiscalité, c'est l'élargissement de l'assiette. C'est vrai aussi la rationalisation de la dépense fiscale. Donc, vous avez fait allusion aux exonérations indues qui sont souvent accordées à tort et à travers aux opérateurs économiques. Donc, conformément à la Charte nationale des investissements, nous allons rationaliser en fait toutes ces dépenses fiscales pour les réduire au strict minimum, donc à ce qui est nécessaire en appliquant les textes. Sur le plan douanier aussi, c'est exactement la même chose. Nous allons avoir un contrôle plus strict des exonérations douanières. C'est vrai que, comme vous l'avez constaté aussi, pour lutter contre la vie chère, on a pris un certain nombre de textes qui nous font augmenter par ailleurs cette dépense fiscale, puisque les produits de première nécessité sont désormais exonérés des impôts et taxes à l'importation. Mais vous savez qu'à l'importation, il n'y a pas que la taxe, les taxes douanières, il y a aussi la TVA qui est collectée. Donc on perd y compris les droits de douane, mais aussi la TVA qui est collectée au cordon douanier. D'accord. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, il y a encore des réserves. J'ai marqué quelques éléments par rapport à cette réserve. J'ai noté la charge de la dette extérieure. J'ai noté le financement des investissements publics. Oui. J'ai noté, évidemment, l'attractivité du pays. Hein. Ce n'est pas encore... Voilà, c'est vrai, nous avons un service de la dette qui est très élevé. Vous savez, ce n'est un secret de polichinelle. Notre pays est entré en programme parce qu'il a une situation d'endettement difficile et que nous essayons de résoudre depuis 3 ans. Les efforts faits par le Congo donnent leurs fruits parce que nous payons notre dette extérieure normalement. Pour la dette intérieure, il existe un plan d'appurement que nous essayons tant bien que mal d'appliquer, mais pour ce qui est de la dette extérieure, elle se réduit considérablement, aussi bien la dette vis-à-vis de la Chine que la dette vis-à-vis des traders et la dette traditionnelle, donc Club de Paris, Club de Londres. Oui. Pour ce qui est de la situation des investissements, effectivement, une bonne partie des investissements sont financés par emprunt, et une autre, c'est vrai, par les ressources propres. Nous allons faire un effort pour que nous arrivons à réaliser ces investissements. C'est vrai qu'il y a un gros effort qui est fait. On passe d'un budget d'investissement de 330 milliards environ à plus de 470 milliards, donc c'est énorme. C'est un pari que nous allons essayer de tenir en trouvant les ressources nécessaires pour financer. Vous savez, on ne peut pas faire de la croissance sans investissement. Donc, c'est ce que le président de la République a résolu de constater et de résoudre en nous accordant cette possibilité d'augmenter de manière significative le budget d'investissement. Pour ce qui est du doing business, c'est un effort de tous les temps. Même en France, ici, il y a des efforts aussi de doing business. Notre pays, c'est vrai, est très mal classé, mais les efforts que nous faisons dans le cadre du programme, aussi bien en matière fiscale, dans tous les domaines, parce que le programme, il ne concerne pas seulement un partenaire qu'est le FMI, mais c'est aussi tous les autres partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, avec lesquels nous avons des programmes qui nous permettront à moyen et long terme d'avoir un meilleur score, notamment en améliorant les procédures de gouvernance de l'État. C'est tout simplement ça qui devrait nous aider. Vous avez suivi aussi, il y a deux semaines et demie, qu'on a sanctionné
des magistrats, cela participe en fait à cet effort d'assainir l'environnement juridique et financier de l'État. Toutes les réformes qui sont menées au niveau du ministère des Finances et du Budget visent entre autres ça. Bon, on n'a pas assez de temps pour détailler, mais il y a tout un arsenal qui fait que normalement, si nous appliquons toutes ces réformes, on doit sortir avec une note meilleure et une attractivité améliorée pour notre pays. Nous l'espérons, Monsieur le ministre. C'est notre engagement en tout cas. Nous allons parler du forum SIAN. Vous êtes à Paris pour ce forum. Vous étiez avec une grande délégation congolaise et vous avez participé à un atelier SNPC. Vous devriez normalement participer en plénière, une table ronde sur le financement, mais c'est la ministre Olga Ebouka-Babakas qui... Oui, effectivement. Effectivement, c'est la ministre du Plan, c'est elle qui gère en fait le volet PND, Plan National de Développement de notre pays. Nous avons, avec le ministre d'État Bouya, nous avons jugé que c'était mieux, si on veut attirer les investissements, de mettre en avant notre Plan National de Développement. Et comme on avait avec nous la ministre en charge du Plan, Madame Ebouka-Babakas, qui est une grande oratrice, c'était mieux. Oui, elle était très applaudie. C'était mieux qu'elle-même défende son bébé. Et donc, de ce fait, je me suis mis dans l'autre atelier qui concernait la présentation de la SNPC et notamment son rôle le moteur dans le développement de notre pays. Voilà, je pense que comme ça, les choses se sont mieux passées. On a permis aux participants de se faire présenter donc notre stratégie de financement du développement par la personne même qui a fait ce plan, c'est-à-dire que la ministre Ebouka-Babakas, et moi je me suis attelé à autre chose que je pense avoir fait dans les règles de l'art. Et donc pour le PND, quelle part de financement propre et financement d'emprunt? Bon, le PND c'est une ambition, c'est près de 10 000 milliards de francs CFA. Vous voyez bien notre budget annuel est de près de 2500 à 3000 milliards. Donc, bien entendu, la partie la plus importante sera financée donc, par les investissements directs étrangers, par emprunt et par les partenariats publics et privés. Voilà. Bon, hormis les partenariats publics et privés, nous avons d'autres financements innovants. Oui, que nous battons à attirer. Vous savez, dans le cadre même des ateliers du CIAN, et d'ailleurs même dans les sessions que nous venons d'avoir au Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il a été fait mention de ces financements qui concernent en fait des domaines de transition énergétique et pour lesquels il existe en fait aussi bien des partenariats privés, des organismes de financement internationaux que des fonds spéciaux des organisations internationales telles que la Banque mondiale et le FMI. Et donc, nous allons aussi nous y engouffrer pour avoir la part que le Congo devrait avoir. Vous savez, sur la partie PND, et notamment transition vers les énergies renouvelables, nous avons tout ce qui est barrage, tout ce qui est en fait énergie proprement dit, mais aussi les infrastructures de base qui concernent des zones sensibles telles que les zones du nord du pays et pour lesquelles nous avons naturellement droit à ces fameux financements innovants, notamment des partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, Fonds monétaire, qui ont de tels fonds. Nous allons nous battre pour une meilleure mobilisation de ces fonds en faveur de notre pays et donc permettre de financer aussi le PND dans la même... D'accord. Bientôt à Brazzaville, en juin, il y aura le sommet des trois bassins. Oui, le président, comme vous avez suivi dans l'intervention du président, cette rencontre risque d'être repoussée un peu vers octobre-novembre. Mais est-il que l'ambition est que nous attirons encore là, en fait, l'attention du monde entier sur le rôle particulier que joue notre bassin, à savoir le bassin du Congo, qui doit bénéficier des financements nécessaires si on veut qu'on le préserve, parce que le Congo doit se développer. Et ça, c'est ce qu'attendent ces populations, et notre gouvernement a l'obligation de tout mettre en œuvre pour développer notre pays. Les principales ressources que nous avons sont celles du sous-sol, mais surtout ces grandes forêts que l'on nous demande de ne pas exploiter. Donc si on ne veut pas qu'on les exploite, il faut bien qu'on nous trouve
des financements parallèles. Et donc, ce sommet va attirer l'attention du monde entier sur la fragilité en fait de ces volontés qui sont bien louables, mais qui, à l'épreuve du temps, risquent de ne pas tenir parce que, comme nous aussi, comme les autres pays qui ont eu à créer tous ces cataclysmes liés à l'environnement, ont exploité leurs ressources naturelles, nous aimerions exploiter les nôtres. Mais nous donnons le temps de permettre au monde de nous accompagner dans la préservation de l'environnement, mais à condition qu'ils contribuent au financement que cela exige. Et c'est bien ça que nous entendons défendre dans le cadre de ce sommet des 3 bassins avec les autres bassins, Mekong et le bassin de l'Amazonie. Nous allons y revenir quand on va parler de la SNPC, l'atelier auquel vous avez participé. Alors, le forum CIAN, le thème, c'était « Business avec l'Afrique, l'heure du New Deal ». Et l'heure du New Deal, justement, le président Emmanuel Macron avait présenté sa nouvelle politique africaine. Il s'agissait de changer, de bâtir un autre modèle de partenariat. Et cela, il avait dit que ce nouveau partenariat passait entre autres d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et de partenariat. Qu'en pensez-vous? Nous y sommes déjà depuis des années. Vous savez, pour ce qui est du Congo, moi, je suis ministre du budget, j'ai essayé de regarder par le passé. Les aides de pays tiers, on n'en voit pas beaucoup dans nos budgets. Donc, c'est plutôt la partie investissement direct étranger que nous sollicitons. Et d'ailleurs, quand on parle d'aide, c'est des emprunts. Très rarement, on reçoit des dons des pays étrangers. Et même des organismes des emprunts chèrement payés. Voilà, ce sont des emprunts, c'est ce que nos partenaires appellent aide, qu'on peut d'ailleurs mobiliser sur les marchés comme locaux ou marchés internationaux. Bref, nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça. C'est qu'on fasse du business, que les entreprises françaises viennent investir chez nous, comme nous aussi, si nous avons les moyens, qu'on vienne investir chez eux pour développer les affaires. C'est ça que les Africains attendent. Ils n'attendent pas autre chose que ça les aide. Tel qu'on les présente, ce n'est pas des aides, c'est des emprunts. Nous avons, c'est vrai, des ressources limitées. Donc, on est souvent obligé d'aller emprunter pour financer notre développement. C'est ça que nos partenaires appellent aide. Ce ne sont pas du tout des aides, c'est des financements par emprunt que nous sollicitons aux différents pays, la France, l'Allemagne, ou d'ailleurs dans le cadre des organismes multilatéraux, Banque mondiale, FMI, ou les banques tout simplement, la BAD et autres banques internationales. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Mais cela n'est possible que si nous avons une gestion macroéconomique de nos finances publiques qui est bonne, qui est saine, et c'est ça que nous essayons de faire avec les programmes que nous signons quand cela est obligatoire. Vous savez, les fragilités devant lesquelles nous sommes confrontés, nous pays qui dépendons beaucoup des matières premières, donc avec les variations diverses et variées des marchés internationaux, on est souvent au creux de la vague, on est souvent obligé de demander à avoir des programmes spécifiques, donc des financements spécifiques. Mais en réalité, au quotidien, ce que nous recherchons, c'est l'investissement direct étranger, c'est le business, c'est pas autre chose. D'accord. Et quelle réponse congolaise à ce New Deal? On a déjà parlé de la fertilité. Pour ce qui nous concerne, le Congo, on est totalement, je vous dis, totalement ouvert. Nous n'attendons que... C'est la France qui, ces dernières années, a oublié l'Afrique. Mais l'Afrique fait aussi son chemin. Malheureusement, le monde ayant horreur du vide, on a beaucoup d'autres investisseurs qui arrivent. Ils parlent souvent des Turcs, mais c'est le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique, principalement, la Russie aussi qui s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. Bref, ils sont divers et variés. Mais nous souhaitons, comme vous le savez, continuer à travailler avec la France parce que c'est quand même notre partenaire historique. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous travaillerons avec ceux qui voudront bien venir au Congo. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, le président Denis Sassou Nguesso a eu une interview qui a été diffusée lors du forum du CIAN. Il a annoncé que le Congo, il a annoncé un taux de croissance de l'ordre de 2%. Et qu'est-ce qui justifie, vous qui êtes ministre du budget, qu'est-ce qui justifie cette évolution et quelles perspectives pour la suite? Donc, la situation du Congo sera meilleure en 2023, 2024, 2025, tout simplement parce que nous rétablissons progressivement les équilibres macroéconomiques, nous finançons mieux donc, notre budget, notamment la partie investissement et la conjoncture globale telle qu'elle découle des prévisions du Fonds monétaire, présage que la situation macroéconomique du Congo sera meilleure parce que sa première ressource... les prix de sa première ressource, qu'est le pétrole, se comporteront mieux. Il y aura
probablement pas beaucoup de cataclysmes, quoi qu'en la matière, on ne peut rien prévoir du tout. Mais il y a aussi l'assainissement de notre situation macroéconomique, il y a aussi le retour de la confiance, il y a aussi le fait qu'au Congo, il y a la paix, il y a la sécurité, et les perspectives dans la matière sont bonnes. On devrait avoir une situation économique meilleure. Il y a aussi la gestion. Nous sommes en programme, donc nous contrôlons mieux nos finances publiques, nous mettons mieux les dépenses de l'État. Cela doit produire plus de croissance que de par le passé. D'accord. Et donc, vous avez participé à l'atelier SNPC, Oui. Monsieur le ministre. La production pétrolière entre le Congo et ses partenaires dans le cadre de la production, justement, comme je l'ai dit, pétrolière, quelle part pour le Congo? Là, on parle... Globalement, si on parle de la part du Congo dans le pétrole, c'est autour d'un tiers. Ça s'explique. Ouais. Nous ne finançons pas les investissements. Parce que celui qui gagne, c'est celui qui investit. Tant que la SNPC n'arrive pas à prendre une part dans la production qui est plus grande, tant que l'État ne produit pas beaucoup, nous n'arriverons pas à un partage meilleur pour notre pays. Voilà. Le partage, je ne dis pas qu'il n'est pas équitable, mais je dis tout simplement qu'on a vocation à avoir plus. Mais pour avoir plus, il nous faut soit produire via notre propre société nationale, soit participer au financement. Mais vous savez que la situation économique du pays est difficile et ne nous permet pas de prendre des risques dans ce domaine-là. Concernant toujours l'attractivité du pays, beaucoup d'investisseurs ou des Congolais lambda se plaignent, les jeunes entrepreneurs se plaignent que les taux bancaires sont très élevés. Et cela les empêche, en fait, justement, ça empêche à la création d'entreprises, à l'investissement. Oui. Selon vous, pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y aurait une amélioration? Bon, il faut aussi rappeler que très souvent, nos entrepreneurs ne font pas beaucoup d'efforts pour prendre à leur avantage le dispositif institutionnel qui existe. Il existe un dispositif d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Peut-être qu'ils sont pas informés. Oui, mais quand on veut tirer profit d'un environnement, il faut s'informer. Les informations existent, il y a des campagnes, mais ils ne s'informent pas toujours. Oui, ils ne suivent pas Télécongo. Pas forcément. Il y a des sites, vous voyez, il y a des fonds de garantie, il y a toutes sortes d'accompagnements. Vous savez, pendant le Covid, on a mis beaucoup d'argent à soutenir les entrepreneurs. Ces dernières années, le dispositif institutionnel sur l'accompagnement à la création d'entreprises a été largement renforcé. Vous avez l'Agence nationale pour la création d'entreprises, vous avez les différents fonds qui ont été créés qui permettent de financer, prendre en charge l'impulsion, il y a la garantie, mais il y a aussi l'accompagnement. Donc tout ça existe, mais on ne voit pas toujours l'engouement des jeunes Congolais à utiliser ces instruments de manière à prendre avantage et donc à développer leurs affaires. Vous rappelez que nous faisons partie d'une zone monétaire, donc la politique monétaire, elle est sous-régionale. Donc, et la situation d'aujourd'hui est celle liée à l'inflation. Notre zone monétaire est obligée de mettre en place une politique monétaire qui garantisse la stabilité de la monnaie. Et donc, une politique qui malheureusement n'est pas dans une orientation de baisse des taux, mais plutôt d'augmentation des taux. Et ça, on n'est pas les seuls. Vous voyez que partout, on pleure des taux qui augmentent. Et nous, on ne peut pas faire autrement si on veut si on veut soutenir notre monnaie. Voilà. Et si on veut continuer à attirer les investissements, parce que ceux qui viennent investir chez nous aussi, qui veulent placer leur argent chez nous, si ça ne rapporte rien, ils ne viendront pas. Donc c'est ça, en fait, ce sont ces contraintes, mais elles sont globales. Donc les Congolais ne sont pas plus en souffrance que les autres. Dans tout le monde entier, on est dans une phase où les taux malheureusement augmentent. On y travaille. Nous venons donc des assises de printemps du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. C'est une préoccupation, l'inflation et le fait de ramener
de lutter férocement contre l'inflation et donc d'arriver à une décélération des taux au niveau des marchés et de la politique monétaire. Donc il faudrait informer sur les autres modes de financement. Ah bien sûr, je pense qu'avec avec ma collègue en charge des PME, on doit faire plus d'efforts à informer les Congolais sur les outils qui existent pour les aider dans la création d'entreprises. Vous savez que l'État peut prendre en charge un tas de formalités et même il existe des dispositifs que, malgré les publicités et autres, vous savez, pendant 5 ans, pendant 2 ans, c'est une exonération totale d'impôts. Oui. Et sans même que vous signiez une convention que ce soit. Il suffit juste que vous créez votre entreprise en suivant les procédures légales, notamment en passant par l'Agence nationale pour la création d'entreprises. Oui. Quand vous passez par là-bas, vous ne payez même pas la patente, vous ne payez rien du tout pendant 2 ans. Et après 2 ans, maintenant, vous commencez à payer 25% la 3e année, 50% la 4e année, et non, vous payez 25% la 2e année, 50% la 3e année, et 75% la 5e année. Et puis, au-delà, vous payez 100%. Au-delà de 5 ans, vous payez 100%. Donc, il y a des dispositifs de soutien, sans compter cet aspect lié aux impôts, mais il y a aussi le soutien, par exemple, à la tenue d'une comptabilité. Il existe des dispositifs. Le soutien pour le financement, je vous ai parlé des garanties. Oui. Donc, mais nous allons intensifier tous ces outils. Nous allons faire un travail de vulgarisation pour qu'ils soient réellement pris en compte par les investisseurs potentiels dans notre pays. Nous voulons vraiment que les Congolais les connaissent et qu'ils les utilisent de manière à augmenter le nombre d'entreprises qui soient créées dans notre pays. Ok. Alors, nous allons parler de la retraite, Monsieur le ministre. Vous venez de relever l'âge de l'entrée à la retraite selon les catégories, entre 57 ans et 70 ans pour les cadres fonctionnaires. Quelle stratégie de financement de la retraite au Congo et en général de la protection sociale, qui est un secteur clé soutenu par la Banque mondiale? Vous savez, madame, les débats sur la retraite sont des débats qui sont d'actualité un peu partout. Nous sommes dans un système par répartition. C'est vrai que nous avons un solde démographique qui est favorable. Il y a 2 moyens. Soit on tient compte du fait que les Congolais vont vivre beaucoup plus longtemps demain et que donc il faudrait qu'ils partent à la retraite un peu plus tard qu'à l'accoutumée à 55 ans ou à 60 ans, soit on augmente les taux. Pour ce qui est des taux, vous savez qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter la ponction. D'abord, les Congolais même ne sont pas prêts à supporter plus de prélèvements sur leur salaire, puisque pour le financement de la sécurité sociale, donc vous avez la part salariale et la part employeur. De même, les entreprises se sont déjà assez imposées. Donc, nous prenons une ligne médiane qui consiste à dire, toutes choses égales par ailleurs, si on doit augmenter les financements, si on ne peut pas augmenter les taux d'imposition, on doit permettre que les gens aillent à la retraite plus tard. Et je considère que sur ce plan, les Congolais sont assez bons. Ils ont bien accueilli ces mesures qui ont été autorisées par le président de la République. Est-ce que les retraités sont bien payés? Bien payés, je ne sais pas. Mais de ce que je sais, c'est que par le passé, comme il y avait des difficultés, nous avons connu des retards. Mais il y a au moins une année et quelque chose, ces retards sont plus d'actualité. Mais nous travaillons pour qu'il n'y ait pas ces retards. Et c'est bien là le défi qui est le nôtre. Monsieur le ministre, nous allons parler de l'intégration régionale, donc la SLECAF. Donc nous savons que le Congo se prépare à son intégration, à cette zone de libre-échange. La question que je vous pose, monsieur le ministre, c'est qu'est-ce qui sera à prendre et à laisser? Qu'est-ce qui sera à donner et à garder pour soi? Bon, vous savez, la SLECAF veut dire que demain, en 2032, les produits en provenance de toute l'Afrique rentreront au Congo sans droit de douane. Pour ce faire, il faut que nous nous y préparons, puisque nous sommes signataires du traité. Notre pays a une stratégie de transition vers la SLECAF. Ça demande que nous travaillons suffisamment notre modèle économique de manière à ce qu'il soit aussi productif, mais il y a aussi d'autres volets liés aux infrastructures que nous développons. Vous savez, le Congo, sur les 15 dernières années, a emmené les infrastructures routières aux frontières de
tous les pays voisins, à l'exception de la Centrafrique, où on n'a pas encore une route bitumée. La RDC, Brazzaville-Pointe-Noire, c'est 5 km. Donc, mais on est en train de tout faire pour que d'ici 2032, que le pont route-rail soit financé. Nous sommes actuellement au stade des appels d'offres. Donc, pour le consortium est presque formé dans le cadre d'un partenariat public-privé. On est en train de sélectionner les opérateurs. Et donc, voilà, c'est toutes ces mesures, réunies qui feront que demain, on sera plus productif. Il y a aussi, je vous ai parlé au tout début, la transformation de notre système fiscal qui en fera un système beaucoup plus attrayant et attractif pour l'investissement privé et avec les investissements dans les infrastructures. Le fait que nous améliorons notre doing business, il y aura plus d'investissements au Congo. Vous savez que le Congo a la chance d'être vraiment au cœur aux frontières de deux grandes régions économiques, à savoir l'Afrique de l'Ouest et du Nord et l'Afrique de l'Est et du Sud. Ouais. Voilà. Tous ceux qui voudront passer d'un point à un autre seront plus ou moins obligés de passer par le Congo parce que d'abord c'est plus facile de quitter le Nigeria, aller en Afrique du Sud en passant par le Congo qu'en contournant le Congo en allant vers le Soudan. Et donc, c'est pour ça que la stratégie de développement de notre pays est essentiellement basée sur les infrastructures pour faire du Congo un vrai pays de transit, mais aussi une frontière économique pour tous les autres pays qui voudront bien utiliser notre espace géographique. Voilà, en gros, la stratégie est bien décrite. Aujourd'hui, on a une stratégie adoptée, d'ailleurs, par une loi de préparation au passage à l'ouverture des frontières dans le cadre de la ZLECAf. Mais ça suppose qu'on travaille beaucoup sur ces aspects liés à la transformation de l'environnement fiscal, à l'amélioration du doing business pour attirer un maximum d'investissements étrangers, mais aussi au financement des infrastructures de connexion avec l'extérieur pour accélérer en fait l'utilisation de notre territoire comme pays de transit pour les grandes régions économiques qui nous entourent. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame, et à bientôt. À bientôt. Merci.